Et on a une petite voix intérieure souvent qui sait très bien ce qu'elle veut, mais qu'on a tendance à bâillonner en se disant oh, je suis trop vieille, je vais pas refaire des études, financièrement ça va être compliqué, que vont en penser les gens. Quand on le ressent à l'intérieur de soi, ça ne peut que marcher. À un moment donné, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça va se réaliser. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Comment aborder le difficile et grave sujet du cancer dans ce podcast ? Cette maladie au nom mortifère fait peur. J'en sais quelque chose, moi qui ai été soignée l'an dernier pour un cancer du sein. Vous auriez tort pourtant de ne pas écouter ce qui va suivre, car Valérie Sug, psychologue en cancérologie, ne nous parle pas de mort. Au contraire, elle parle de vie. Mieux, elle chante la vie et nous donne envie de la goûter, de la danser, de la célébrer. En nous parlant de son parcours, pour le moins atypique, et de ce qu'elle vit auprès des patients, on touche à l'essentiel. Elle nous emmène au cœur de l'humain, dans ce qu'il peut avoir de plus fragile, certes, mais surtout dans ce qu'il a de magnifique. Allez, je vous invite à nous rejoindre pour ce moment suspendu, entre rire et larmes. Avec Valérie, nous allons parler de mission humanitaire, de mains que l'on touche et qui ne nous oublient pas, du doute qui enrichit, et de rencontres exceptionnelles. Bonjour Valérie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. On va parler ensemble d'un sujet grave. Vous êtes psychologue en cancérologie, vous côtoyez des patients malades, pour certains en fin de vie. Vous exercez ce métier-là depuis 20 ans et on va comprendre quel chemin personnel vous a amené à ce métier-là. Mais avant de commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, donc je m'appelle Valérie Sug, j'ai 55 ans, je suis donc effectivement psychologue en cancérologie. J'ai travaillé dans un milieu hospitalier pendant 20 ans en région lyonnaise et je suis aussi auteure de plusieurs livres sur la santé. Votre parcours est intéressant parce que donc vous avez été psychologue pendant 20 ans et on aura l'occasion d'y revenir longuement, mais vous avez eu toute une première partie de vie professionnelle qui était très très loin des hôpitaux, très loin des malades. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. En fait, durant mon enfance, j'étais entourée d'une famille de médecins et de pharmaciens. Donc, en fait, les repas tournaient souvent autour de discussions sur des opérations ou des problèmes de santé. Et j'étais assez effarée de ce milieu médical qui m'effrayait un peu. Et j'ai voulu sortir un peu du cursus familial en décidant tout simplement d'opter pour d'abord sciences politiques. Okay. Puis j'ai voulu faire une licence en droit, puis j'ai complété par une maîtrise en communication et je suis devenue conseil en communication en agence, donc très loin de tout ce qui concernait la santé. Et oui, en effet. Donc en quoi consistait votre métier à l'époque en tant que conseil en communication ? Donc c'était essentiellement de la création d'événements pour des grosses entreprises, inauguration d'usines avec 500 invités, des choses comme ça qui demandaient beaucoup d'organisation. Oui. Et j'aimais beaucoup ce métier que je trouvais très enrichissant parce que j'ai rencontré énormément de personnes dans des milieux très différents et j'ai beaucoup apprécié pendant 10 ans de faire ce travail. Et à quel moment vous est venue, je sais pas, l'idée, alors est-ce que ça a été directement l'idée d'être psychologue ? Quel chemin avez-vous fait, vous,
pour faire ce switch quand même important. Oui, en fait, au bout de 5-6 ans de conseil en communication, j'avais à peu près trouvé mes marques, c'est-à-dire que organiser un événement pour 500 personnes était quelque chose que je commençais à savoir faire. Et puis au fil du temps, j'ai trouvé petit à petit que tout ça était bien superficiel et je trouvais que ça manquait de profondeur. J'ai fini par m'ennuyer. D'accord, ça vous a lassé, de ce monde de paillettes, d'argent, de légèreté. Et justement, je me suis posé la question du sens. Quel sens ça avait pour moi ? En fait, ça en perdait énormément. Et du coup, tout d'un coup a émergé l'idée de me dire... écoute, t'as 30 ans, t'as fini tes études très tôt. Vous aviez 30 ans, d'accord, oui, vous étiez jeune en fait quand c'est fait parce que j'ai fait des études assez tôt, donc voilà. Et je me suis dit, puisque ça perd de son sens, soit je continue de façon très confortable dans ce domaine, soit je me remets en question et je vais vers quelque chose qui me correspond mieux. Je pense aussi qu'à 20 ans et à 30 ans, on n'a pas la même maturité, on n'a pas les mêmes envies et qu'on peut aussi changer de métier, ça me paraissait tout à fait faisable, même si au niveau financier, j'avoue que c'était compliqué. Oui, parce que du coup, ça s'est passé comment? Il y a eu donc ce moment où vous avez pris conscience que ce que vous faisiez ne fonctionnait plus, en tout cas pour vous, mais est-ce que assez vite, vous avez compris que c'était la psychologie qui vous intéressait? Oui, parce que j'ai toujours aimé la relation aux autres, et j'ai toujours été très sensible à la souffrance des autres. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui, depuis l'enfance, m'avait accompagnée. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais commencer par une thérapie pour effectivement faire le point avec mes problématiques à moi, pour si je devais reprendre ces études de psychologie, être au clair avec ma vie et ne pas faire peser quoi que ce soit de ma propre histoire sur les personnes que je pouvais rencontrer par la suite. Et c'est avec cette psychothérapie qu'effectivement je me suis dit mais c'est psycho qu'il faut que je fasse. Ça vous a semblé assez vite et évident en fait. Oui, je crois qu'à un moment donné il faut aussi prendre un peu de temps pour s'écouter. Et on a une petite voix intérieure souvent qui sait très bien ce qu'elle veut, mais qu'on a tendance à bâillonner en se disant je suis trop vieille, je vais pas refaire des études, en se disant financièrement ça va être compliqué, que vont en penser les gens. C'est vrai, quand j'ai annoncé ça à ma famille, tout le monde m'a dit « Non mais attends, tu as toujours refusé ce monde... » Et oui, c'est ça, vous reveniez finalement dans le monde médical dans lequel vous aviez baigné étant enfant. Oui, mais en ayant une approche très différente, c'est-à-dire n'étant pas uniquement centrée sur le corps, mais en étant centrée sur l'âme. Et comment ça a été perçu alors justement dans votre famille? Oh, ils ont un peu rigolé, hein. Ils se sont dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Ça paraissait surprenant pour eux. D'autant plus que j'ai décidé de reprendre mes études, bien sûr, en travaillant, et que allier les deux était un sacré challenge. Certainement, parce que donc vous continuiez dans vos fonctions de conseil en communication. Non, parce que les études de psychologie, j'avais une équivalence pour entrer en deuxième année. Les cours étaient la journée, donc, et puis les stages aussi. Donc du coup, j'ai trouvé un boulot de soir. Un boulot alimentaire, comme on dit, comme une étudiante. Exactement, je me suis retrouvée donc du jour au lendemain avec un job qui était dans un cinéma entouré d'étudiants. Ah oui. Et à me retrouver la journée sur les bancs d'une faculté avec des jeunes de 18 ans, 19 ans maximum. Et en me disant, là, effectivement, je prends un sacré risque et il va falloir que je prenne sur moi. Vous étiez à l'époque, vous étiez mariée, en couple, ou vous étiez célibataire? J'étais célibataire à l'époque. Donc vraiment, vous comptiez là sur vous-même pour mener de front ce changement de vie? Oui, mais quand on le ressent à l'intérieur de soi, qu'on écoute justement cette petite voix intérieure, ça ne peut que marcher. À un moment donné, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça va se réaliser. Et vraiment, c'est ce que je me suis dit, et je crois que j'ai bien fait, parce que du coup, j'ai pas lâché. Ouais. Et donc, j'ai été rapidement diplômée. Combien de temps ont duré ces études? Et du coup, cette période, vous êtes revenue un peu à ce statut d'étudiante 4 ans. Quand on reprend des études après 30 ans,
on a quand même une maturité et ne serait-ce qu'une expérience de vie que ceux qui ont 17-18 ans n'ont pas. Il y a quand même une vision de la vie un peu autre, on a une histoire de vie, on a forcément vécu des choses, donc surtout dans le domaine de la psychologie, Oui. ça peut quand même aider à intégrer des concepts et autres plus rapidement. Du coup, en parallèle des études et du travail le soir, je faisais aussi des missions humanitaires. Super. Alors donc, lesquelles, par exemple, vous êtes partie sur le terrain ou... Alors, mission humanitaire, tout le monde s'imagine toujours des terrains de guerre. Enfin bon, il y a plein de façons de faire de l'humanitaire de façon différente. Et il se trouve qu'on m'a proposé d'aller former des nurses à la prise en charge de bébés abandonnés dans un pays du Maghreb. Ça m'a permis d'aider des jeunes femmes à s'occuper de nourrissons abandonnés en essayant de trouver un équilibre entre le relationnel, entre investir un bébé et ne pas le surinvestir non plus pour pas créer non plus trop de manque avant qu'il puisse être adopté. Alors dès que j'avais des vacances, j'allais m'occuper de ces jeunes femmes et les accompagner dans la façon dont elles pouvaient s'occuper de ces bébés. Donc là, ce sont été 4 années du coup de transition, mais assez fortes. Vous avez déjà vécu des moments... Oui, mais je crois que quand on trouve vraiment sa voie, dans tous les sens du terme voie, on est tellement content d'avoir trouvé qu'on s'investit pleinement. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais tellement contente. J'avais enfin trouvé le domaine dans lequel je me sentais bien, à ma place. Et du coup, ça m'est venu naturellement. Ça veut dire que sur ces 4 années, il n'y a pas eu de moment de doute Si, mais tout le temps. Ah. Je ne crois pas qu'on puisse vivre ou avoir une activité quelle qu'elle soit sans douter. Et pour moi, le doute, il est extrêmement important. Parce que le doute, c'est la remise en question et que je crois qu'il faut se remettre régulièrement en question pour avancer, pour progresser, pour s'enrichir, pour s'ouvrir à d'autres modes de pensée et évoluer dans sa vie. Après, chacun fait bien comme il le ressent, mais il faut pas non plus qu'il y ait trop de doutes et que ça empêche la confiance et que ce soit un frein. Donc, vous avez ces 4 années de transition et puis vous commencez à travailler directement en cancérologie. Oui, alors c'était une époque, et ça reste toujours un peu le cas aujourd'hui, où trouver un poste de psychologue était très compliqué. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, il n'y avait pas encore beaucoup de psychologues. Et donc j'ai eu la chance, et puis peut-être aussi la volonté, de trouver un poste rapidement. Et c'est en cancérologie que je me suis retrouvée à poser une candidature et où j'étais prise tout de suite. Donc, la cancérologie, c'était un peu par hasard ou c'était... Déjà, vous aviez fait le choix de travailler, vous le dites, en institution. À aucun moment, vous n'avez envisagé d'être en privé avec un cabinet ? Si, à une période, j'ai fait hôpital et cabinet le week-end. Ah, et là... Mais j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que je me suis dit que je devais avoir une vie personnelle et que c'était pour mon équilibre. Et que je ne pourrais pas sauver la Terre entière et que c'était important d'en prendre conscience. D'accord, c'était un sujet. Oui. D'accord. Donc, la cancérologie, vous y êtes arrivé... Franchement, par hasard. D'accord. Par hasard. Je crois quand on devient psychologue, ce n'est pas pour un domaine particulier, c'est pour être à l'écoute de la souffrance des personnes, quelles qu'elles soient. Donc, le domaine dans lequel j'allais travailler m'importait peu. Franchement, j'étais ouverte à ce qui se présenterait et vraiment, entre guillemets, le hasard m'a amenée en cancérologie où je n'avais aucune connaissance ni histoire familiale. Il n'y avait rien du tout en lien. Donc, la cancérologie, c'est quand même pas une approche thérapeutique classique. Enfin, en tout cas, là, vous êtes face à des personnes réellement souffrantes et physiquement et moralement, certainement. Alors, j'ai un jour un médecin qui m'a dit que je faisais de la clinique de l'extrême. Et ça m'a déplu parce que c'est pas de l'extrême, on est au cœur de l'humain, en fait. Et la souffrance que j'ai pu rencontrer dans ce service de cancérologie, quand j'ai été en cabinet, je rencontrais des souffrances différentes, mais qui étaient des souffrances néanmoins. Oui. Et on peut pas comparer. Oui, il n'y a pas d'échelle de souffrance, en fait.
Bon, après, bien entendu, il y a des problématiques qui sont moins complexes, mais en fait, quelque part, ça rejoignait mon désir profond qui était de toucher à l'essentiel. Ah ben là, oui. Et avec ces êtres en souffrance, avec une pathologie potentiellement mortelle, on était au cœur de cet essentiel. Absolument. Et vous vous rappelez des premiers pas, des premiers jours là, dans ce service cancérologie, quand vous avez pris vos fonctions? Dans quel état d'esprit étiez-vous et qu'est-ce que vous avez ressenti? Terrifiée. Alors par quoi? Terrifiée parce qu'effectivement, je ne connaissais personne touché par cette maladie, que je me demandais quelle approche je devrais avoir. Qu'en faculté de psychologie, c'est génial au niveau des concepts, ils sont extrêmement forts, la théorisation elle est extrême, sauf que la pratique, débrouillez-vous. Et que du coup, j'avais pas beaucoup d'outils en arrivant et qu'il a fallu que je me crée mes outils de travail. Quand je parle d'outils, c'est-à-dire, c'était mes questions du départ. Comment je fais? Est-ce que je reste dans mon bureau et que j'attends que les gens viennent frapper à ma porte en disant bonjour, je voudrais voir une psychologue? Est-ce que je vais au-devant d'eux? J'étais entourée d'une équipe qui prononçait pas le mot cancer, ce qui me semblait complètement déplacé, mais il y a 20 ans, effectivement. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ça, d'être en cancéro et ne pas prononcer le mot cancer? C'est quand même... Eh bien, écoutez, on est à une époque où on parlait plus de service de cancérologie, mais d'oncologie. D'ailleurs, c'est resté. On parle d'oncologie. Ça faisait moins peur, c'est ça? Ben, apparemment, autant aux soignants qu'aux soignants. Même au cœur même du service où étaient les patients atteints de cancer, le mot cancer était tabou? Oui. D'ailleurs, une fois, lors d'un congrès, j'avais interpellé un médecin qui, à la tribune, expliquait qu'elle ne disait pas à ses patients qu'ils avaient un cancer parce qu'elle pensait qu'ils n'étaient pas capables de l'entendre. Et j'avais pas pu m'empêcher, je suis quelqu'un d'un petit peu direct, et je n'avais pas pu m'empêcher de prendre un micro et de l'interpeller en lui disant, écoutez, de quel droit vous dites qu'ils ne sont pas capables de l'entendre? Et qu'a-t-elle répondu à ça? Elle a dû apprécier déjà d'être ainsi... Oui, en public, comme ça, elle a beaucoup apprécié. J'ai eu droit à un regard assez terrible. Et comme c'était un monde de médecins, en fait, j'ai bien senti que je dérangeais quelque peu. Bien sûr. Mais effectivement, de quel droit on priverait les êtres humains de savoir ce qui leur arrive? Surtout que l'être humain est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre quelque chose, on n'entend pas. Vous le racontez d'ailleurs très bien, il y a un épisode dans votre dernier ouvrage qui s'appelle Cancer, l'accompagnement. Il y a ce patient qui est reçu par un médecin et par vous, et le médecin prend beaucoup de temps pour lui expliquer qu'il a un cancer de la prostate, avec force schéma et explication. Tout à fait. Et le patient sort de l'entretien en disant « Ah, merci docteur, je suis rassurée, j'avais peur que vous m'annonciez que j'avais un cancer ». Exactement. Et du coup, après, le médecin m'a dit, mais Valérie, qu'est-ce que j'ai raté dans ma consultation? Et je dis, non, elle était très bien, ta consultation. Mais simplement, il vient de te signifier qu'il a besoin de temps. Il a pris le rendez-vous pour revenir, pour démarrer le traitement. Donc, s'il a pris le rendez-vous, c'est qu'il a bien conscience qu'il est malade et qu'il va falloir revenir pour se soigner. Mais simplement, il a signifié au médecin, dans cet entre-deux, entre la porte et le couloir, qu'il ne pouvait pas entendre plus ce jour-là et qu'il avait besoin de temps. Donc, je reviens à vos premiers pas dans cet hôpital. Vous êtes terrifiée parce que vous manquez d'outils. Parce que je connais pas la pathologie, parce que c'est un service de radiothérapie qui est un des traitements du cancer et que c'est en sous-sol, donc c'est un service qui est assez sombre, avec un grand couloir qui dessert des salles de traitement. Les salles de traitement, c'est quelque chose de très froid dans des salles fermées, c'est assez complexe à découvrir, l'image est souvent assez forte. Et puis un monde médical qui m'avait embauchée parce qu'à l'époque, dans le plan cancer qui avait été voté par le gouvernement de l'époque, les services de cancérologie devaient avoir une psychologue. Donc c'était quelque part plus pour rentrer en conformité avec le plan cancer que tout d'un coup on acceptait un 30% de temps. Ah, vous étiez à 30%? Oui, au début. D'accord, un tiers temps. Donc j'étais un peu tolérée plus qu'acceptée. Et quand vous dites tolérée, on parle bien des médecins et pas des patients là?
On parle des médecins, de l'équipe, en général de l'équipe soignante, même infirmière, manip, parce que si on n'explique pas aux gens quel est le travail du psychologue, souvent c'est comme pour le grand public, les psychologues, ça fait peur. À l'époque, le mot cancer faisait peur, et arriver en tant que psychologue dans un service où on ne prononçait pas ce mot cancer, c'était pas forcément bienvenu chez nous. D'accord. Le job était difficile à tous les échelons, si je peux me permettre. Ça a été dur du coup au début? Oui, parce que j'avais pas vraiment de soutien, donc il fallait faire ses preuves auprès de tout le monde. D'accord. Alors là où ça a été le plus facile, et je les en remercierai jamais assez, c'est l'équipe de manipulateurs qui sont ceux qui réalisent les traitements en radiothérapie. D'accord. Qui, eux, ont été ceux qui m'ont accueilli le plus rapidement et qui ont compris le plus rapidement que l'intérêt d'avoir une psychologue dans le service. Après, il a fallu essayer de convaincre, il a fallu prouver. J'avoue que avec certains, je me suis lassée d'essayer de prouver, et puis avec d'autres, ça s'est passé merveilleusement bien. Et le plus important pour moi était surtout d'être à l'écoute de ces personnes malades et de leurs proches. Et là, la demande, elle était énorme. Alors justement, oui, parlons un peu des patients et de leurs proches. Comment avez-vous finalement trouvé vos marques? Alors j'avais lu, parce que j'étais très liée à la Ligue contre le cancer, parce qu'au moins eux prononçaient le mot clairement, et avaient des démarches qui me semblaient intéressantes. Ils avaient écrit un livre blanc sur le cancer. Ce livre blanc, c'était les personnes malades qui disaient ce qu'il faudrait améliorer. Et j'avais lu ce livre blanc quand je suis arrivée, il est sorti juste quand j'ai débuté dans ce service, où justement les personnes malades reprochaient aux psychologues de pas venir vers elles, et que c'était aux patients d'aller chercher le ou la psychologue. Et je me suis dit, mais ils ont raison, ils ont totalement raison. C'est pas à eux de venir frapper à notre porte, c'est à nous d'y aller. À nous de nous présenter, sans le faire de façon agressive ou intrusive, mais de venir montrer notre humanité, de dire on est là, je suis là, s'il y a besoin, on peut se voir un moment, je peux vous accompagner jusqu'à la salle de traitement si ça vous fait trop peur, je peux vous accompagner si on doit vous mettre un masque de traitement. Voilà, de montrer comment je pouvais être étayante pour eux. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, en fait. En fait, ça permettait de briser la glace et de décomplexer ceux qui n'osaient pas faire le pas, de passer comme ça le seuil de votre porte? Oui, et puis quand ils m'ont vu arriver souriante, et puis en me présentant comme Valérie, de façon très simple, quelque part, il y avait, je pense, quelque chose de rassurant. Et finalement, vous y avez trouvé vos marques dans ce métier-là, puisque vous êtes resté dans ces fonctions à l'hôpital pendant une vingtaine d'années. Oui, tout à fait, dans ce même service. Alors, 20 années aussi pendant lesquelles, j'imagine, vous avez vécu... Enfin, je veux dire, la vie est faite aussi de moments plus compliqués. Comment on gère ses propres tourments avec ceux des patients qu'on accompagne? Alors, oui, en fait, dans ce livre, j'ai voulu expliquer, en fait, quel est le travail concrètement, quotidiennement d'une psychologue. On est aussi des êtres humains, que c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on gère tout facilement. Et ça m'arrivait souvent avec différentes pathologies, différentes difficultés, des patients qui me renvoyaient comme si moi, forcément, j'avais la maison, le mari, les enfants, le chien. Et en même temps, je pense que c'est bien aussi que lors d'une thérapie, la personne malade se pose pas de questions sur ce que vit son thérapeute, parce qu'il a déjà assez à porter, il n'a pas besoin de porter ce que vit la thérapeute. Et du coup, c'est vrai que parfois, j'avais du mal à gérer des situations où on me disait j'ai un de mes proches en fin de vie, vous pouvez pas comprendre, quand un proche venait me voir pour un patient qui était en fin de vie, alors que moi-même, j'avais mon père en fin de vie, ou d'autres situations de proches, et où je ne peux pas, moi, laisser paraître quoi que ce soit. La solution, c'est d'avoir une supervision ailleurs et de pouvoir ainsi aller déposer les choses difficiles chez un collègue. Donc la supervision, le principe, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors une fois par mois, pendant un peu plus d'1 heure, face à une psychologue qui s'est plus spécialisée dans cette écoute-là, et à qui je vais raconter les situations qui m'ont été plus difficiles avec des patients,
Et en me questionnant sur ma pratique, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, enfin voilà, une remise en question de ma pratique et en même temps un lieu où je pouvais aussi déverser ce trop-plein de souffrances reçues, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'accompagnement de fin de vie. Alors heureusement, beaucoup de personnes malades ont été d'abord en rémission, puis après m'ont envoyé des cartes de partout dans le monde pour me dire qu'ils allaient bien. Mais il y a aussi effectivement des personnes qui, hélas, récidivaient ou étaient en phase terminale de cancer et qui ont pu effectivement me demander de les accompagner. Ce qui m'a étonnée dans l'ouvrage, dans l'accompagnement que vous faites de ces malades, c'est que quand c'est nécessaire, vous n'hésitez pas à prendre les patients dans les bras, à les bercer, etc. Alors que dans l'image, en tout cas la mienne que j'avais du travail de la psy, on est bien chacun derrière le bureau et il n'y a pas ce contact charnel qu'on retrouve beaucoup dans le livre et en plus dont on imagine qu'il a dû apporter à ce moment-là un grand soutien. Alors c'est vrai que dans ma formation de psychologue, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, on demande une bienveillance, une neutralité bienveillante. Alors j'ai jamais compris trop ce que ça voulait dire. En tout cas, il fallait surtout pas toucher les patients. Et du coup, ça fait partie des doutes que j'ai eus dans le début de mon travail dans ce service de cancérologie. En fait, j'ai commencé à m'autoriser à toucher vraiment les patients pour une histoire que je raconte dans le livre. Il y avait un monsieur sur un brancard qui attendait sa consultation. Il avait les yeux fermés et les mains sur sa poitrine. Et je me suis approchée, j'ai mis mes mains sur les siennes. Il a ouvert les yeux, j'ai dit « Bonjour, je suis Valérie, je suis psychologue. Je me suis renseignée, ça va être bientôt votre tour. C'est toujours un peu angoissant quand on attend une consultation, mais on ne vous oublie pas. » Si je suis restée 2 minutes auprès de lui, ça a été le maximum. Mais j'avais besoin d'être dans une proximité avec lui parce que j'avais peur qu'il se sente abandonné dans ces salles d'attente de brancard. C'est parfois très violent. Et puis, le temps passe. En fait, des années passent. Un jour, on m'appelle à l'accueil du service en me disant « Monsieur Untel te demande ». J'arrive à l'accueil, je vois un monsieur... C'était un peu avant Noël, un monsieur avec une grande barbe... Il me faisait un peu penser au Père Noël, d'ailleurs, c'était un peu curieux, quoi. J'ai eu ce petit déclic en me disant, tiens, il me fait penser au Père... Tiens, c'est le Père Noël, tiens. Et puis, voilà, je lui serre la main, je lui dis, venez dans mon bureau, on s'installe, et puis il me regarde, je le regarde, j'ai une très bonne mémoire visuelle, mais là, ça me disait rien du tout. Puis il me regarde, il sourit, puis il me fait, vous me reconnaissez pas, hein. Je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais je vais être franche, non. Et là, il se met à me raconter. Il y a plusieurs années, je suis venue. On ne savait pas si on allait me faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. J'étais pas bien du tout. J'habite Montélimar. Donc je venais pour un avis et voilà. Et il y a quelqu'un qui est venu poser ses mains sur mes mains. Et en fait, finalement, il y a eu de la chimiothérapie à Montélimar. Et chaque fois que ça n'allait pas, il imaginait mes mains sur les siennes, comme si je l'accompagnais et que je lui disais « Allez, faut se battre, faut y aller, hein. On lâche pas ». Et donc quelques années plus tard, il a appelé dans le service parce que ça lui était resté, ça l'avait beaucoup marqué. Et il a appelé dans le service en disant « Vous n'avez pas une psychologue avec un peu blonde, avec une coupe au carré à peu près tel âge ?» Alors on lui a dit « Bah oui. Et elle travaille, elle est là tous les jours, oui. » Et un matin, il a débarqué de Montélimar. Il est venu me remercier pour ma main. Incroyable. Donc évidemment, depuis ce jour-là, vous avez été décomplexée à l'idée d'oser. J'ai été super émue en me disant, effectivement, c'était bien le Père Noël, hein, parce que franchement, on ne peut pas me faire un plus beau cadeau. Et il m'a expliqué que vraiment, quand ça allait pas, il fermait les yeux, et il ressentait mes mains sur les siennes et que ça l'avait accompagné et qu'il me remerciait pour ça. Et du coup, après, je me suis dit, Valérie, ose, continue. Fais-le quand tu le sens, pas toujours, il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées, mais il y en a qui en ont besoin, et particulièrement souvent en fin de vie, où le corps est en souffrance, où parfois les proches n'osent pas trop s'approcher physiquement, et où parfois prendre dans mes bras une personne, la bercer, c'était sûrement plus important que des mots. J'ai ressenti ce besoin pour eux d'être touchés autrement que techniquement par un soin qui est en lien avec leur pathologie,
d'être touché dans peut-être tous les sens du terme, et surtout avec quelque chose d'une certaine douceur, et qui montrait aussi que je n'avais pas peur, parce que faut pas oublier qu'encore aujourd'hui le cancer fait peur. Faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont rejetés parce qu'ils ont le cancer, rejetés dans des situations publiques. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai côtoyé. Moins on parle du cancer, plus on laisse se développer des fausses croyances, de risques, de contagion, de choses comme ça. Ça existe encore, ça ? Ah mais bien sûr. Et du coup, j'ai eu des situations, je donnerai l'exemple d'une jeune femme qui avait fini ses traitements, que j'avais accompagnée psychologiquement, qui était revenue me voir, et elle avait les cheveux qui repoussaient. Et donc, elle osait pas aller en public sans sa perruque. Et je lui avais dit, mais écoutez, pourquoi donc vous êtes magnifique. Et puis, elle avait décidé un jour d'aller dans un centre commercial, et je lui avais dit, mais essayez de trouver quelque chose qui vous fasse plaisir. Elle m'a dit, je m'achèterais bien des jolis dessous. Elle part dans ce centre commercial. Elle va dans un magasin, il y avait des portants au milieu, elle commence à regarder, elle voit un ensemble qui lui plaît bien, et tout d'un coup, elle entend deux jeunes femmes de l'autre côté du portant. Il y en a une qui dit à l'autre, viens, on dégage, regarde, c'est une cancéreuse à tous les coups, elle a touché, c'est dégueulasse. Quelle violence! Du coup, elle est partie, et c'est une histoire vraie, hein. Du coup, elle est partie en courant, en larmes. Et alors, ça m'émeut chaque fois que je le raconte, je suis désolée. Mais la chance qu'elle a eue dans son malheur, c'est qu'une dame l'a arrêtée dans le centre commercial en lui disant « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et elle a dit « Voilà, on vient de me faire comprendre que j'étais comme une pestiférée, donc ça a été très dur pour moi. » Et la dame enlève une perruque et lui dit « Mon petit-fils a un cancer, je me suis rasé la tête pour l'accompagner, donc on va y retourner ensemble et vous allez acheter vos dessous. » C'était une rencontre providentielle. Hein. C'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Et elle dit, ils se retournent ensemble. Et elle s'est acheté son ensemble, ses dessous. Et donc, elle est revenue me voir. Au début, quand elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé, j'étais terrifiée. Et je me suis sentie coupable de lui avoir proposé ça. Parce que j'aurais jamais imaginé qu'elle puisse subir de telles paroles. Et puis après, je me suis dit que non, le monde était quand même parfois très joli et qu'elle avait fait une rencontre incroyable qui lui avait permis de se dire non, qu'elle y avait droit aussi et qu'elle avait bien raison. On voit dans votre témoignage-là, dans la lecture du livre, vous adoptez des approches parfois peu conventionnelles. Vous évoquez le MDR, l'hypnothérapie. Vous êtes formé à ces sujets-là ? Alors, l'hypnose, oui, particulièrement l'hypnose, parce que en radiothérapie, il y a parfois des traitements qui nécessitent, donc souvent, c'est les personnes, on est obligé de les laisser seules dans la salle, allongées sous l'appareil qui tourne autour d'eux, et ça peut être très angoissant pour certains. Il y a parfois aussi des traitements qui nécessitent de mettre un masque qui est clipsé sur la tête, donc qui immobilise la personne. Donc il y a des choses qui sont parfois très complexes. Et je me suis dit, il faut que je me forme à l'hypnothérapie pour aider ces personnes, quelque part, à réussir à s'évader dans un endroit où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent bien, et qui leur permettent de supporter la contention de radiothérapie ou d'autres choses, parce que parfois il y a d'autres problématiques qui émergent, d'être enfermé dans une salle... Ce qui est vraiment intéressant en vous écoutant et touchant, c'est que on sent que dans votre démarche, il y a quelque chose aussi de très intuitif, quoi. Oui, vous avez fait ces études de psychothérapie qui vont vous donner un bagage, mais on sent combien vous faites appel à votre intuition et à votre humanité pour trouver le bon comportement, le bon mot. Est-ce que je me trompe ? Je crois qu'il y a une partie de notre travail de psychologue qui fait appel à ce qu'on ressent au plus profond de soi, effectivement, quelque chose qui est
du domaine de l'intuition, du ressenti. C'est vrai que je peux passer dans un couloir du service et devant des salles d'attente. Si quelqu'un a une douleur physique énorme, dans sa posture, je le sens et je peux m'approcher de la personne en lui disant « Croyez pas que ce serait bien qu'on voit un médecin parce que j'ai l'impression que là, il y a une petite douleur. » Et des choses comme ça, mais parce que avec le temps, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'observation. On sent, voilà, vous êtes vraiment au service de ces patients, la manière dont vous en parlez, comme vous l'écrivez dans votre livre, mais du coup, on voit aussi combien parfois, accompagnant un patient sur son lit de mort, etc., vous avez de la colère ou de la tristesse, bien sûr, et vous vous posez vous-même la question, mais pourquoi je m'inflige ça ? Oui, alors ça, c'est effectivement, ça m'arrive dans des moments, notamment après effectivement des accompagnements de personnes en fin de vie, où faut être clair, on a beau être psychologue et de se dire qu'on doit maintenir une certaine distance avec les patients, quand on accompagne une personne pendant 10 ans, même quelques mois, enfin peu importe, on est toujours touché. On est toujours touché. On peut pas, si une psychologue vous dit qu'elle l'est pas, il y a un problème. Faut être quand même un peu honnête avec nous-mêmes. Après, il faut pas que ça envahisse toute la vie. Mais effectivement, ces accompagnements, parfois je me disais, mais ça fait beaucoup de souffrances accumulées. Et en même temps, quelle chance j'ai d'avoir rencontré autant de personnes qui m'ont fait confiance, qui, quand je leur ai tendu la main, ont pris ma main, qui m'ont demandé de les accompagner. Quel honneur! J'ai eu une chance incroyable de faire ce métier parce que j'ai rencontré uniquement des gens exceptionnels. Quel qu'ait été leur choix de refuser des thérapies à la fin de leur vie, ou de les faire, ou dans leur colère, dans leur incompréhension, dans leur... Enfin, peu importe, j'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré des êtres merveilleux, mais j'ai eu une chance, mais je la souhaite à beaucoup de monde. Alors, certes, il y en a qui ne sont plus là, il y en a beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ces livres sur ce sujet. C'est aussi en hommage à tous ces combattants, qu'ils aillent bien maintenant ou qu'ils ne soient plus là, pour dire à quel point je les admire, à quel point je les aime aussi. Parce que vraiment, ça a été une chance. Qu'est-ce qu'on peut faire comme plus beau cadeau à quelqu'un que de partager notre part d'humanité ? En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans votre récit, là, aujourd'hui, dans notre conversation, mais aussi dans votre livre, c'est que finalement, on pourrait penser que tout ça est très triste et très grave, ça l'est, mais pas seulement. On voit une grande humanité, et finalement, on est dans la quintessence même de la vie, j'ai l'impression. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est au cœur de l'être humain et qu'on m'a donné à partager des moments d'une intensité phénoménale. Je repense à cette patiente en fin de vie qui appelait sa chimiothérapie son désherbant, qui était une femme extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Et qui, tout à la fin, un jour j'étais venue la voir, un des derniers jours, essayait fébrilement d'appuyer sur son téléphone sans parvenir à écrire un SMS qu'elle voulait écrire. Et que du coup, je lui ai proposé d'écrire, et c'était le dernier message qu'elle envoyait à son fils avant de mourir. Son fils avec lequel elle était un peu brouillée en plus, je crois. Voilà, tout à fait. Et en tapant ce message en même temps, avec sa dictée, hein, bien sûr, tout en tapant ce message, je me disais, mais quelle incroyable confiance elle me fait, quel cadeau incroyable elle me fait de me permettre d'être ce lien avec ce fils tant espéré, attendu, et qui est venu d'ailleurs juste avant son dernier moment. Et quelle confiance me faire que de me permettre d'envoyer ce message. Enfin, j'ai vécu des moments extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et ça a été la vie jusqu'au bout, et ça a été pétillant parfois jusqu'au bout, avec parfois des pleurs, mais parfois beaucoup de fou rire aussi. Notamment une jeune femme
qui était dans ses derniers jours et que j'étais allée voir. Et tous les 6 mois, il y a un changement d'interne à l'hôpital. Et il y avait donc le nouvel interne qui ne savait pas que j'étais en entretien avec elle et qui est rentré dans la chambre en plein entretien, qui s'est excusé tout de suite et qui est ressorti, alors qu'on était en train de parler toutes les deux de cette difficulté de lâcher prise pour s'autoriser à partir. Tout d'un coup, elle me regarde et puis elle fait « Valérie, c'est pas vrai, j'ai vraiment pas de bol. Je pars juste au moment où il y a enfin un interne qui est canon. Putain, j'ai pas de bol. » Et on est parti d'un fou rire, mais extraordinaire. Et après, quand je suis allée en salle de repos, ils m'ont tous regardé, mais avec des yeux ronds, parce qu'ils avaient entendu notre fou rire et que pour une personne qui était... Oui, alors que jusqu'au bout de la vie, c'est la vie. À quel moment, du coup, de toutes ces expériences-là, vous est venue l'idée d'écrire ? Alors, au fil des années, c'est vrai que les personnes que j'ai pu accompagner me disaient souvent je voudrais que quelqu'un un jour le dise, ça. Que ce soit le vécu de culpabilité par rapport aux proches, d'être malade, que ce soit les petites phrases que certains proches parfois disent à la personne malade en croyant bien faire. Mais si, tu vas bien, mais allez, c'est pas si grave. De ces petites phrases que les gens pensent être des phrases réconfortantes et qui ne le sont absolument pas, qui sont même parfois insupportables. De toutes ces choses que les personnes me racontaient, je me suis dit, à un moment donné, ce serait bien d'écrire. Ce serait bien que je puisse transmettre ce que toutes ces personnes ont pu me dire, qu'elles aimeraient que les autres comprennent, que ce soit ces regards dans la rue, que ce soit ces informations avec telle personne est décédée d'une longue maladie, parce qu'on n'ose toujours pas dire le mot cancer et que c'est insupportable pour les personnes malades, comme si c'était une maladie tellement taboue qu'on ne pouvait même pas oser dire que telle personne est morte d'un cancer. Enfin bon, il y a plein de choses, la sexualité pendant les traitements, la tendresse, la relation aux enfants. Enfin, il y avait tellement de sujets abordés avec les personnes malades et des choses qu'ils me racontaient et qu'ils souhaitaient partager, qu'au bout de 20 ans où j'ai senti aussi que j'avais un peu moins d'énergie à donner, je me suis dit je vais faire une pause et je vais essayer de retranscrire ce que ces personnes m'ont dit. C'est ce que j'ai fait dans Cancer sans tabou ni trompette. Et je ne m'attendais déjà pas à trouver un éditeur, donc j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Et puis après, j'ai eu un accueil très chaleureux des personnes qui l'ont lu. Et du coup, ça m'a encouragée à continuer dans la voie de l'écriture. Ça vous permet de construire un retour à cette première vie professionnelle dans la communication. L'écriture est une forme... Oui, alors je dirais même ça remonte à encore plus loin, parce que quand j'avais 4 ans, déjà, je commençais à écrire des histoires. Ah. Donc j'aimais beaucoup l'écriture, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture, et du coup, ça me permettait d'allier toutes mes passions. Et en fait, c'est un peu une vie un cheminement assez logique. Oui, il y a une vraie continuité, avec en fait. Un aboutissement qui est l'écriture, avec ce premier qui était vraiment en réponse aussi à des questionnements que posaient certaines personnes malades ou des proches. Et puis après, j'ai voulu évoquer les difficultés hospitalières, la souffrance des soignants aussi, et les répercussions que ça peut avoir sur les personnes malades, parce que ça en a. Et puis pour après raconter ce que c'est que d'être psychologue. Comment le monde de l'hôpital, justement, reçoit-il cette démarche que vous avez? Je ne sais pas, est-ce que des médecins avec lesquels vous avez travaillé ont lu, commenté vos ouvrages? Après, ça dépend des médecins. Le monde médical est en proie à une grande difficulté. On est passé d'une médecine paternaliste à une médecine quantitative où on pousse le monde médical à avoir de plus en plus de patients, de ramener de plus en plus d'argent aux structures qui les embauchent quand c'est en milieu hospitalier, entre autres. Et il y a une certaine déshumanisation dans le domaine médical à l'heure actuelle. C'est mon point de vue, qui n'engage que moi. Il y a heureusement des endroits où on arrive à préserver ce relationnel, mais beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas. Alors du coup, forcément, mes livres dérangent, parce que je viens rappeler que l'humain doit être au cœur de nos préoccupations quand on s'occupe d'une personne malade ou d'un proche. Et alors, ça, c'est dérangeant? Oui,
parce qu'on leur demande d'être technique, d'être rapide, d'avoir des consultations de plus en plus remplies, d'être rentable. Que même les infirmières, on est à chronométrer le temps qu'elles prennent pour faire une prise de sang, un patient dans sa chambre. Et que du coup, on fait dans l'urgence ou on fait du technique en omettant le relationnel. Et qu'à ce jeu-là, on est tous perdants. Ouais. La suite, pour vous, elle s'écrit comment d'ailleurs? Est-ce qu'elle s'écrit? Est-ce que vous allez continuer à écrire? Est-ce que vous souhaitez revenir à l'hôpital? Alors l'hôpital, dans le contexte actuel, avec le manque de personnel, le manque de matériel, la violence que représente ce travail déshumanisé, je me suis battue pendant 20 ans et je me suis un peu lassée de ce combat. Je préférais passer à l'écriture pour aider, mais autrement. La prochaine étape, ça va être de passer au roman, c'est-à-dire d'ouvrir sur un monde imaginaire qui rejoint un peu le monde de la visualisation et de l'hypnose, pour offrir une plage de bien-être par la lecture, et qui ne soit pas une lecture qui soit centrée sur la cancérologie, mais qui soit quelque chose de plus ouvert sur la vie. Mais parce que, de toute façon, quoi que j'écrive, ce sera toujours un hymne à la vie. Je pense qu'on va rester là-dessus avant de conclure avec les questions rituelles. Justement, parlons de livres. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement éclairé sur votre chemin de vie? Le livre de la vie et de la mort de Rinpoche. Le livre tibétain. C'est tibétain, voilà. Tibétain de David. Et vous, avez-vous un rituel bien-être? Alors, un rituel bien-être, il y a la méditation. Vous méditez beaucoup? De temps en temps, c'est pas régulier, je veux pas dire que je médite tous les jours, ce serait faux, mais ça m'arrive. Et essayer d'être en pleine conscience, en fait. J'essaye le plus possible d'essayer d'apprécier l'instant et de vivre dans l'instant. Est-ce que vous pouvez me citer 3 mots synonymes de bonheur? La vie, l'amour, l'amitié. Et vous, Valérie, justement, êtes-vous heureuse? Oui. C'est beau, c'est la vie. Quelle chance on a. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci pour votre humanité. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.